Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce vendredi, le président de la République Faure Sozimna Nyazingbe a adressé un message de félicitations à son homologue djiboutien, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce pays. Le président Faure, tout en se réjouissant de la qualité des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre leurs deux pays, a souhaité les voir se consolider et se diversifier davantage pour le bonheur des populations togolaises et djiboutiennes. Et le chef de l'État et le Premier ministre étaient aux côtés de la famille de feu Monseigneur Julien Maoulé Couteau, l'évêque émérite du diocèse d'Atakwame, décédé le 5 juin dernier à l'âge de 69 ans, a été conduit à sa dernière demeure ce vendredi. L'office d'enterrement a été célébré par le nonce apostolique au Togo et au Bénin et l'évêque d'Atakwame à la cathédrale Notre-Dame de la Trinité de la ville. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. Il faisait un temps doux, la matinée de ce 26 juin 2015 à Atakwame, ville où Monseigneur Julien Maoulé Couteau va être conduit dans sa dernière demeure. L'évêque émérite d'Atakwame s'est endormi dans le Seigneur le 5 juin dernier. Parents, amis et fidèles catholiques, ils ont répondu massivement à l'absoute consacré à un dernier hommage rendu à celui qui a été le troisième évêque du diocèse d'Atakwame, ville dite des Sept Collines. Le chef de l'État s'est joint à ce deuil qui frappe l'Église catholique en prenant part à la messe d'enterrement et d'adieu célébrée à la cathédrale Notre-Dame de la Trinité d'Atakwame. Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant, évêque d'Atakwame, a exprimé la reconnaissance de l'Église au chef de l'État et à sa suite pour s'être déplacé en soutien à la famille éplorée et à la communauté catholique. Une reconnaissance réitérée par Monseigneur Benoît Alonou, évêque de Palimé, président de la conférence épiscopale du Togo, qui a rappelé à travers 2 Corinthiens 1, versets 3 à 7, que la triste condition de l'homme, la mort, a été vaincue. C'est le Christ, le vainqueur de la mort, qui recommence l'exode, l'ultime passage pour chacun de nous après l'exil, après l'épreuve de la douleur, après les ravins de l'ombre de la mort. Nous sommes venus, nous, frères, dans l'unique sacerdoce du Christ, et vous tous, sœurs, frères, parents, amis, fils et filles spirituelles de Monseigneur Couteau, pour prier le Seigneur qui l'a aimé et l'a établi prêtre et évêque d'Atakwame, afin qu'il l'accueille dans ses parvis, notre demeure éternelle.
À l'orateur de continuer, notre cher Couteau, nous retrouverons son amour. Un amour et fidélité qui ont jalonné le parcours du défunt selon les différentes oraisons funèbres. Il avait de grands projets et nourrissait de grands rêves pour le peuple de Dieu à Takpamé, auquel il voulait apporter le meilleur de sa jeunesse, de sa foi, de son dynamisme et de son goût à la propreté et aux belles choses pour Dieu, comme le témoigne sa lettre programme du 21 novembre 1993, après sa nomination épiscopale. Sous sa conduite dans ce diocèse d'Atakpamé, rapidement, de nouvelles paroisses sont créées, de nouveaux instituts et congrégations religieuses sont arrivés. De ses paroles et de ses homélies se dégageait toujours comme une constante des mots d'amour pour son peuple et la confiance à la volonté de Dieu. Celui qui nous rassemble aujourd'hui est un géant de l'Église, en témoin de l'amour miséricordieux de Dieu, notre Père dans la foi. Monseigneur Julien Maulé-Couteau vient de gagner la vie éternelle. C'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur pour nous avoir donné un Père fondateur exceptionnel. Né le 19 juin 1946, Monseigneur Julien Maulé-Couteau a été ordonné prêtre le 29 juin 1975 par le pape Paul VI à Rome, puis consacré évêque par Jean-Paul II le 6 janvier 1994 et intronisé évêque d'Atakpamé le 13 février de la même année, diocèse où il régna jusqu'à sa démission le 1er mars 2006. Il repose désormais dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame de la Trinité. L'évêque émérite d'Atakpamé, Monseigneur Julien Maulé-Couteau n'est plus, mais ses œuvres de 40 ans de sacerdoce resteront éternellement gravées dans la mémoire et dans l'histoire des vivants. Autre actualité, depuis la signature de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants en mai 2001 par 151 pays, tous multiplient des stratégies pour venir à bout de l'utilisation des produits polluants. Au titre de ces stratégies, la mise en place du comité de pilotage pour le suivi de la dite convention dans les pays de la sous-région CEDEAO. Et ce vendredi, les membres de ce comité sont à Lomé pour une 4e réunion bilan. Le compte rendu avec Charlotte Moussimet. 4e réunion conjointe de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI et du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce comité de pilotage sert à coordonner les activités nationales pour la mise en œuvre de la Convention de Stockholm, laquelle convention vise à interdire l'utilisation de certaines substances chimiques et à leur trouver d'autres alternatives. 5 années après sa mise en place, ce programme a fait du chemin et des avancées sont notées. Nous voulons renforcer les capacités des experts nationaux en matière de gestion rationnelle des POPs, les produits, les polluants organiques persistants, et aussi à mettre en œuvre des projets pilotes pour démontrer la faisabilité de ces technologies propres dans ce domaine. Il y a 6 projets pilotes. Projet pilote sur la décontamination des sites est abrité actuellement à Sao Tomé et Principe. Le projet pilote sur les huiles usées est abrité par le Mali. Le projet pilote sur l'enfumage des aliments alimentaires par le Bénin. Le projet sur les déchets biomédicaux à la Guinée-Bissau. Et le dernier, qui est le projet sur les biopesticides, est abrité par le Togo. Le Togo sera soutenu techniquement par l'Institut de technologie de l'Inde pour promouvoir cette filière de biopesticides et ainsi accroître davantage les résultats positifs dans le domaine. Que ce soit pour la Convention de Stockholm, la Convention de Bâle ou la Convention de Rotterdam, et surtout aussi le plan d'action national dans le cadre de SAICEM, c'est l'approche stratégique pour la gestion des produits chimiques dans le pays.
Donc le Togo est aussi en cours de ratification de la convention de Minamata, c'est la dernière du système des Nations Unies, sur le mercure. Donc ces conventions ayant été ratifiées, c'est-à-dire que le pays est éligible à l'assistance technique du système des Nations Unies pour la mise en œuvre de projets. Et la communauté internationale déploie tous ses efforts pour lutter contre d'autres produits tous aussi nocifs que les polluants. Il s'agit des stupéfiants et des drogues de tout genre. Et ce 26 juin, l'occasion est une fois de plus offerte aux États de démontrer leur engagement à freiner le trafic de ces stupéfiants. Au Togo, cet engagement s'est traduit par l'insémination d'une centaine de tonnes des produits illicites. Clarisse Atticlin. Cette année encore, le Togo démontre sa volonté et sa détermination à bannir de la société le fléau de la drogue. Sous l'égide du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, environ 120 tonnes de drogue et autres substances illicites telles que les médicaments contrefaits, les cigarettes et alcool frelaté ont été incinérés. Je saisis cette occasion d'abord pour féliciter les forces de répression qui ont compris cette politique du gouvernement qui consiste à mener cette bataille contre le trafic et l'usage des drogues. La drogue, c'est un acte déstabilisateur, nuisible pour la santé et destructeur de toute nation. On ne peut que s'en réjouir à partir du moment où les forces de répression ont compris cette politique du gouvernement en menant la lutte dure contre les trafiquants et contre les usagers de drogue. Ces drogues et substances illicites ont été saisies entre juin 2014 et juin 2015 par l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment. Ensemble avec tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la drogue, l'institution a renouvelé son engagement à continuer ce combat mené concomitamment avec le ministère de la Justice. Lorsque quelqu'un est saisi avec la drogue, il faut pouvoir saisir les tribunaux. Et puis, quand les tribunaux sont saisis, les tribunaux doivent pouvoir s'assurer qu'il s'agit bien de la drogue. Donc, c'est là où intervient la sécurité avec toutes les analyses qui s'imposent pour s'assurer qu'on ne va pas réprimer un non-crime. En tout cas, il faut s'assurer qu'il s'agit bien de la drogue. Donc, voilà, c'est à ce niveau-là que s'instaure cette collaboration entre la justice et la sécurité. Le trafic de cocaïne a connu une nette régression ces dernières années. Par contre, le cannabis continue de progresser. C'est-à-dire que les forces de répression sont appelées à renforcer leur stratégie sur le terrain. Fort heureusement, elles sont suffisamment à jour pour détecter les nouvelles formes de conditionnement. Le Togo est également sur le front de la lutte contre la production, le commerce et l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Et pour une synergie d'action, les pays de l'UEMOA sont conviés depuis ce vendredi à un forum régional sur la question. Gérard Lagoudou, Isidore Koubati. La problématique de la gestion efficace des sachets plastiques. La lutte prend aujourd'hui une dimension sous-régionale. Les pays de l'UEMOA veulent unifier leurs tests pour une lutte efficace. À ce forum sur la réglementation et la gestion des sachets et emballages plastiques, les voix se sont succédées à cette tribune pour d'abord relever les effets néfastes que produisent les sachets non biodégradables et surtout réaffirmer l'intérêt pour les États de l'Union de freiner la production et la commercialisation. On s'est dit qu'il était temps que les pays de l'UEMOA réunis réfléchissent ensemble sur la gestion collective des sachets emballages plastiques au sein de l'UEMOA et pour qu'ensemble on trouve une solution pour venir à bout de ce fléau. Vous n'êtes pas sans savoir que les pays ont pris individuellement les décrets interdisant sur la gestion des sachets emballages plastiques, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchisse ensemble, nous, les 8 États de l'UEMOA, d'abord peut-être après la CEDEAO, pour gérer ensemble ce sujet. Le Togo, depuis 2011, a lancé une guerre ouverte contre la production, l'importation et la vente des sachets plastiques. Une volonté renouvelée une fois de plus devant tous les acteurs impliqués dans la lutte. L'évolution des modes de production et de consommation et le progrès dans le monde ont engendré des habitudes
et des modes de vie dont les externalités ne sont pas toujours prises en compte par les pays en développement en général et dans les pays de l'espace UEMOA en particulier, comme c'est le cas pour les emballages, sacs et sachets plastiques. La prolifération des sachets plastiques et les difficultés de leur collecte et gestion après usage posent de réels problèmes d'insalubrité, de dégradation du cadre de vie, d'enlaidissement du paysage et de santé humaine et animale. Les réponses promptes à nos appels chaque fois que nous exprimons nos besoins nous réconfortent et nous encouragent à plus d'efforts dans l'accomplissement de nos tâches quotidiennes. Ce rendez-vous sous-régional sur la réglementation et la gestion des sachets et emballages plastiques est un signe fort, une mobilisation supplémentaire qui garantit une victoire certaine sur nos pratiques qui détruisent notre écosystème. Et Isidore Koubatine l'a dit, c'est depuis 2011 que le gouvernement togolais s'est engagé dans le combat contre la production, la commercialisation et l'utilisation des dérivés de cette matière introduite dans le quotidien des populations. Alors la question est de savoir, après 4 ans, où en est-on dans la mise en œuvre de cette loi? Nous retrouvons Isidore Koubatine pour plus de précisions. On estime à près de 1000 milliards le nombre de sachets plastiques utilisés à travers le monde. Et pour se décomposer, il faut compter qu'à 100 ans. La situation inquiète et le Togo a très vite pris la mesure de la chose avec un décret qui interdit la fabrication, l'importation et la commercialisation des sachets et emballages plastiques non biodégradables. Des séances de sensibilisation de masse sont périodiquement menées sur le terrain. Des industries qui sur place fabriquent ces sachets ont été scellés des mesures pour répondre aux nouvelles exigences environnementales. Nous sommes dans un pays où il y a des lois. Et quand on met des lois à disposition de toute personne, tous les acteurs sont obligés de respecter cette loi-là. Donc je vois que au niveau de l'importation, je crois qu'il faut sévir au niveau de l'importation et en plus au niveau de la production à l'interne. C'est vrai qu'il y a des industriels qui font des efforts, qui sont en train de se convertir vers les biodégradables. Mais c'est toujours insuffisant. Ces industriels, surtout les réticents, doivent comprendre que nous sommes dans un pays de réglementation. Il faut que chaque acteur joue ce rôle. Et si on considère ce qui est fait sur le terrain, tout porte à croire que le Togo est résolument engagé à bannir l'utilisation de ces sachets sur son territoire. Un engagement qui doit être soutenu par tous les acteurs. La société civile a en grande partie joué son rôle. La société civile est sur le terrain depuis 5 ans, voire 6 ans. Quelle est la part maintenant des consommateurs aussi? La part des grossistes, des revendeurs et revendeuses. Je crois qu'il appartient à nous consommateurs de savoir que ces sachets-là nuisent énormément à notre santé, à la santé végétale et à la santé animale. Ces fameux sachets détruisent le cheptel à 30%, et coûte plus de 400 milliards de francs à certains de nos pays. Je crois que le danger est maintenant sur nos têtes. Il va falloir courir rapidement et sévir pour que nous boutions hors de nos territoires, surtout du Togo, ce phénomène de sachets plastiques non biodégradables. Et bien d'autres stratégies de lutte contre ces sachets et emballages plastiques non biodégradables sont encore envisagées. Il y a des emballages en fibres. Hein? Il y a des paniers qu'on peut faire avec des fibres végétaux. Il y a des emballages qu'on peut faire avec du tissu. Nous sommes par exemple un pays producteur de coton. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les résidus de coton? On peut faire avec du coton bio, on peut faire des emballages. Il y a le carton. Imaginez-vous la quantité de papier que nous détruisons dans nos administrations publiques et privées. Imaginez-vous la quantité de ces papiers-là. Si ces papiers sont récupérés, bien macérés, mâchés, mais on peut en faire des emballages. Hein? Donc, beaucoup de choses peuvent être faites. Et puis, il faut innover, il faut inventer. Mais pourquoi les Européens ont interdit ça chez eux? Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on doit faire autre chose. Donc, si on veut trouver une solution, si on pense que les emballages sont indispensables, on trouvera l'emballage adapté. Un pari à gagner à tout prix pour la postérité qui aura besoin de vivre dans un environnement sain, loin des effets néfastes de l'écosystème.